qui ont la tradition de venir passer quelques mois ici au Sénégal et accueillis par le WAC, le West African Research Center. Et ils suivent beaucoup de choses, ils apprennent le Wolof, le français, la littérature, l'histoire du pays. Mais ces étudiants-là ont eu le privilège, je pense, de choisir d'étudier l'histoire de l'islam en général, mais aussi au Sénégal. Donc nous avons commencé ce cours avec moi et jusqu'ici, et il est inclus dans ce programme-là qu'on fasse des visites à des personnalités religieuses, à des lieux symboliques de l'islam ici, pour qu'en réalité ils s'imprègnent des réalités du pays et comprennent mieux les enjeux. Donc c'est pour cela que nous avons choisi de venir aujourd'hui vous rendre visite. Et je leur ai un peu expliqué, mais je vais peut-être amener quelques éléments un peu pour mettre le cadre. Donc au Sénégal, comme vous avez vu, quand on a étudié l'entrée de l'islam au Sénégal, je vous ai parlé des confréries, pas encore en détail. Mais il y en a 4 principalement ici, les Tidjanes, les Mourides, les Khadir et les Layènes. Les Tidjanes, ça a une spécificité d'être une confrérie qui a plusieurs branches. Les deux principes, il y a plusieurs branches, mais il y a Tivaouane qui est une branche, mais aussi la branche qu'on appelle des Niassènes, qui sont basés à Kaolack. La spécificité, c'est une branche de la Tidjania qui a des disciples ici, beaucoup, de plus en plus de jeunes aujourd'hui, de plus en plus de jeunes aujourd'hui, mais la spécificité aussi, c'est qu'ils sont encore beaucoup plus connus à l'étranger. Surtout en Afrique anglophone, beaucoup, mais aussi en Afrique francophone. Au Nigeria, je vous ai parlé de combien de millions, de 30 millions si je ne me trompe pas, au Nigeria, de disciples de Niassène, au Tchad, au Niger, au Mali, aux États-Unis. Bronx et Atlanta. Bronx et Atlanta. Et je vous ai dit que si on partait à Kaolack, aujourd'hui, vous allez voir des Américains qui sont là pour étudier, même pas loin d'ici. Il y a un institut islamique américain. Voilà, un islamique américain ici, à Dakar. Donc, non, à Kaolack. À Kaolack. Même il y a un Américain qui a créé un institut islamique ici. Voilà. À Kaolack, il y a un institut islamique américain. C'est Hassan Cissé qui l'a créé, l'imam Hassan. L'imam Hassan Cissé. Peut-être on verra une image. Vous avez une image de lui? Ouais. Dans Google, il y en a beaucoup. Dans Google. Et donc, voilà. Donc, dans YouTube, quoi. Donc, là-bas, c'est le guide spirituel, c'est Alhaji Abdoulaye Niass. Il vous en dira plus. Il y avait des enfants, il en avait, deux qui sont très connus. L'un qu'on appelle Baye Niass, Cheikh al-Islam Ibrahim Niass, et un autre qui s'appelle Mam Khalifa Niass. Et lui, c'est le fils de Mam Khalifa Niass. Et donc, qui a beaucoup écrit sur la tradition tidjane. Je vous ai montré son livre, il y en a d'autres, qui était un savant musulman connu ici au Sénégal, en Afrique et dans le monde arabe. Donc lui, c'est son fils, qui continue le même travail spirituel, qui a ses disciples ici à Dakar, avec une mosquée en bas, peut-être qu'on aura le privilège de regarder, et donne une éducation spirituelle à ses disciples, fait beaucoup de conférences dans le monde, a rencontré beaucoup de chefs d'État, comme vous avez vu, c'est de grandes personnalités dans ce monde, et ami avec beaucoup de princes et de rois du monde arabe, du Golfe, mais aussi avec beaucoup de chefs d'État d'Afrique. Voilà, il a eu un passé politique assez intéressant aussi, c'est ça qui est intéressant dans la personnalité, avec des problèmes avec Senghor, peut-être qu'il les racontera à la fin, avec Abdou Diouf, Wade, dont il est après un des conseillers de Wade, ministre conseiller de Wade, qu'il a envoyé dans beaucoup de missions dans le monde. Et aujourd'hui, il continue à jouer ce rôle-là, en intervenant dans le débat public. Il y a des chefs religieux ici, ils sont seulement dans leur coin avec leurs disciples, mais lui, il intervient dans le débat public. Chaque fois qu'il y a un problème, il écrit, il publie, il vous montrera ses ouvrages qu'il a écrits sur le Wolof, qui sont très intéressants. Et voilà, donc je m'arrête là pour la présentation. Je vais peut-être, très bien que chacun dise qui il est, qu'est-ce qu'il fait actuellement, voilà, voilà. On peut expliquer son intérêt, pourquoi il est venu ici, qu'est-ce qu'il va apprendre, c'est important. On commence par... Non, on commence par les femmes. Bonjour, je m'appelle Nora.
Je viens de Norvège, mais j'étudie à l'Université de Michigan, les sciences politiques et sociologie et français. Je allais ici pour apprendre français et voilà, et la culture sénégalaise. Je sais que l'islam est une grande partie de la culture sénégalaise, donc ce cours est très intéressant pour Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Emma et je vais à l'Université de Michigan aussi. Je suis étudiante de théâtre, musique et aussi le français. Donc oui, je voulais visiter le Sénégal pour apprendre mieux le français et la culture d'Afrique de l'Est m'intéresse beaucoup. Je m'appelle Anastasia. Je suis américaine, d'accord. J'habite à Illinois, dans les États-Unis, mais je suis une étudiante dans New York, à Wells College. Je suis une étudiante de sociologie. Je suis très occupée. Merci. Je m'appelle Mahima. Je suis aussi une étudiante de l'Université de Michigan. Je suis une étudiante de biologie, mais je veux aller au Sénégal pour apprendre les cultures et la musique et l'histoire de l'âme et beaucoup de choses ici, et français aussi. Merci. Je m'appelle Adam, je viens de Michigan, j'ai étudié à l'Université de Michigan aussi. J'étudie la sociologie et de l'éducation des arts. Et je viens du Sénégal pour apprendre la culture et des arts. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous avez choisi le Sénégal? Je veux étudier le français à l'étranger et l'histoire c'est un peu l'Afrique de l'Ouest et la France. Donc je trouve que c'est culturellement beaucoup plus intéressant parce que la France c'est comme les États-Unis. Maintenant les Français parlent mal le français. Exactement. J'ai entendu que la culture est magnifique et aussi des arts dans la culture est aussi excellent. Et ça c'est pourquoi je suis. D'accord, merci. Donc aujourd'hui, on a fait une introduction générale sur l'islam, les différents courants, le califat, on a parlé des Abbasides, on a évolué jusque l'entrée de l'islam en Afrique. Vous pouvez reprendre sur l'entrée de l'islam en Afrique véritablement, l'histoire, l'islamisation du Sénégal, comment ça s'est développé avant la traite négrière, pendant la colonisation, etc. Voilà. Mais évoquer aussi, je pense que c'est important pour des jeunes comme ça, d'évoquer les rapports entre religion et politique ici au Sénégal, les relations avec le pouvoir politique. Je pense que c'est très... Et l'impact de l'islam dans la culture. Merci beaucoup. Français ou en anglais? Français, ok, très bien. Donc pour comprendre, tout d'abord, le premier monothéisme qu'a connu le Sénégal et la sous-région, c'est le judaïsme. Oui, le pays était fortement judaïsé. La judaïsation, il y a des écrits publiés sur Internet, on va vous les indiquer, où il suffit simplement de me googliser ou d'aller à Wikipédia, j'ai une page. Donc j'écris pas mal de choses sur... Et également sur YouTube, il y a plus de 100 pages YouTube. Donc, bon. Cette judaïsation, elle a eu 3 voies pour pénétrer au Sénégal. La première, c'est l'Éthiopie, depuis Ménélik. Et comme vous le savez, donc en Afrique, il n'y avait pas de grande voie ouverte comme ça, comme sous l'Empire romain, mais il y avait des cercles concentriques. Donc il y a un cercle Soudan occidental, ensuite vous avez un cercle Soudan central, ensuite vous avez un cercle Soudan oriental qui englobe le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée. Et donc ça circulait comme ça, évidemment lentement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens de voyager. On n'avait même pas besoin de voyager parce que c'était l'Afrique paradisiaque où les gens pouvaient vivre aisément de la cueillette. Donc ça c'est la première.
La deuxième, il suffit de savoir que la synagogue de Djerba, en Tunisie, a 3000 ans. Donc avant l'islam, avant le christianisme. Et à partir de cette synagogue de Gariba, qui est devenue Djerba, Gariba, ça veut dire qui est étrangère ou quelque chose comme ça, ou étrange tout court. Donc des caravanes partaient vers la boucle du fleuve Niger, c'est-à-dire la zone actuelle de Tombouctou. Mais bien avant l'islam, bien avant. Parce qu'on parle beaucoup de la présence de l'islam et de la manière dont il a organisé le commerce intersaharien, mais on ne parle pratiquement pas de ce qui a précédé. Aujourd'hui, ici au Sénégal, il y a des écrits sur cela. Deux ethnies ont été presque à 100% judaïsés. Un, c'est les Peuls. Ils sont nombreux et ils ont en commun avec les Juifs d'être aussi des nomades. Parce que vous savez que le mot hébreu signifie les gens du voyage, ceux qui traversent. Et donc, et d'ailleurs, si vous prenez les noms, les patronymes des Peuls, le premier patronyme c'est Samba. Dans Samba, vous avez Sam. Sam, l'âme des Sémites. Sam, le premier fils de Noé. Cham, Sam, Cham, Samba. Et le deuxième nom c'est Adam, c'est Demba, mais Demba c'est comme Adam, Ademba, Ademba, pour être simple. Hein? Et il persiste encore, parce que ça fait très longtemps, parce que le problème pour retrouver les traces du judaïsme au Sénégal, c'est deux difficultés. D'abord, c'est deux monothéismes qui se superposent. Vous avez un monothéisme 1, et puis un autre monothéisme 2 qui vient se superposer sur lui. Et entre les deux d'ailleurs, un autre monothéisme qui est le christianisme, qui est rentré aussi avant l'islam. Donc, il y a aussi là deux langues sémites. L'hébraïque qui est rentré, et ensuite l'islam est venu se superposer à l'hébraïque qui lui-même est un sémitisme. Donc on n'arrive pas à distinguer, c'est très très difficile de démêler les choses. La première influence incontestable, c'est l'influence juive, c'est l'ancienneté de la circoncision en Afrique et dans la zone. Or, on peut dire que c'est la principale invention judaïque, c'est la circoncision, donc, comme vous le savez, c'est le pacte avec Dieu. Voilà. Elle était très répandue dans la zone, et je suis en train d'essayer de déceler dans les champs des circoncis des mots hébreux. Mais les mots, ils sont tellement charcutés qu'il est difficile de les retrouver. Il y a par exemple chez les Peuls et les Toucouleurs la danse d'Iela. Et c'est la même chose que la danse qu'on dit l'année prochaine à Jérusalem et qu'on fait le cercle. C'est la même chose. Et de Madan et là, vous avez il. Vous avez il, Dieu. Comme Jabraïl, Mikaïl, etc. En plus de la circoncision, il y a des superstitions telles que le samedi, on ne sort pas les bœufs pour les vendre. Il y a une forme de Shabbat qui est attestée par Delafosse, Maurice Delafosse, qui cite également Cheikh Moussa Kamara, par le professeur à l'occasion de vous donner la documentation. Et donc, ce qui veut dire que ce judaïsme-là, le monothéisme était connu très anciennement. La deuxième tribu, c'est les Mandins. Les Mandins ont été fortement islamisés, comme je l'ai indiqué, à partir du Mandé, c'est-à-dire de la boucle du Niger, la zone Djenné, Tombouctou, etc.
Donc le mandé a été le lit du judaïsme. D'ailleurs, le nom local du fleuve Niger, c'est pas Niger, c'est Bani, Israël. Et ici au Sénégal, toutes les rivières qui coulent dans les pays mandingues, du Nyombato au Souladou, on les appelle généralement Bani. Bani Israël, quelquefois on dit Bani seulement. Bani, oui. Même en hébreu, c'est Bani. C'est Ben. Ben Eleazar, Ben, c'est Ben. Et on a ici un nom ici qui est anciennement Ben, qui est devenu Pen, comme le chanteur qui Pen. Voilà. Ben. Donc, c'est simplement pour effleurer, pas pour approfondir ça, pour savoir que déjà il y avait une relation. Ce qui s'est passé, c'est que toute la zone de l'Afrique du Nord était une zone berbère, même avant l'arrivée des Romains, dans le temps de Numidie, Massanissa, Carthage, vous savez, l'Épismania, c'est l'une des trois cités qui ont composé Tripoli, la Tripolitaine, Sparta, et donc jusqu'à Chella qui est aujourd'hui Salé, la ville jumelle d'Araba, c'est une ville romaine. Donc il y avait une route qui partait de l'Atlantique, qui longeait la Méditerranée, et qui allait faire le tour du côté de Jérusalem, d'où d'ailleurs sa position centrale, et pour retrouver une autre route qui partait de Jérusalem, qui parcourait la Cappadocie, donc qui arrivait passer entre la Macédoine et maintenant la Grèce. Bon, on était en Italie, et puis allez jusqu'au mur d'Adrien V. Donc c'était la limite de l'Empire romain. Et tout circulait donc par ces routes-là, dans les deux sens, la religion, le commerce, la langue. Une fois en cherchant comment est-ce que l'arabe et l'anglais avaient beaucoup de mots communs dans le vocabulaire, alors j'ai dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas le voisinage, comment ça s'est passé? Et j'ai trouvé que donc les mots anglais partaient de la zone d'Angleterre, de l'Adrienton, parce que quelquefois on changeait, vous savez, les militaires ont changé un bataillon qui était affecté en Angleterre et un autre qui quittait l'Angleterre pour venir, et puis les commerçants, et puis les mots voyageaient avec. Et on a trouvé beaucoup de mots communs à l'anglais, à l'arabe, mais c'est comme ça qu'ils sont dignes. Mais aujourd'hui, si vous allez au Mali, même au Sénégal, chez les Mandingues, aujourd'hui c'est encore un honneur de dire de quelqu'un qui est un Bani. Bani Sissoko, Bani. Donc le mot Bani, qui est de Bani Israël, est encore un mot qui est considéré comme un mot glorieux, un nom noble. Et curieusement, ce qui a tout escamoté, vous savez c'est quoi? Un jour, lors d'une grande cérémonie dans le Mandé, ils ont décidé que le Haïdara, qui est le nom qui désigne les gens soi-disant descendants du prophète, et Bani ne faisait qu'un. On les a fédérés pour faire que dire Haïdara et dire Bani, c'est la même chose. Et cela a tout noyé. Parce qu'on ne parlait plus de deux choses distinctes, mais d'une seule chose. Donc, ici, on a escamoté le passé et on a imposé la nouvelle culture arabo-islamique. Je vous ai parlé du Souss. Toute l'Afrique du Nord s'appelle le Souss, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Libye, que ce soit en Algérie, que ce soit partout. Et d'ailleurs, on les appelle les Soussis. Mais ces Soussis-là et les Mandingues qu'on appelle Sossé, c'est la même chose. Ils communiquaient par les caravanes et puis le désert était encore humide. Et
vous avez des multiples noms patronymiques qui se déroulent à partir de Socé. Vous avez les Cissé, il y a beaucoup de mots, vous avez des prénoms Sassi. Et les mêmes prénoms aussi, vous les trouvez en Afrique du Nord, Sassi, Sossi, tout ça. Suissi. Le général Sissi peut-être, non? Sissi, peut-être, oui. Parce qu'en Égypte, vous avez Siwa, vous avez donc l'oasis de Siwa, à l'ouest de l'Égypte, qui est une oasis berbère, qui est connue que d'ailleurs les pharaons visitaient pour des bains mystiques et tout ça. Effectivement, donc et la langue, quand vous dites berbère et bambara, vous voyez que dans le mot bambara, il y a le mot berbère. Donc il y a beaucoup de choses, mais peut-être ils feront l'objet ultérieurement d'études plus approfondies. Mais c'est seulement pour les effleurer, pour vous donner une sorte de chaîne qui vous permet de comprendre un certain nombre de choses. Ici, depuis le 16e, on commençait à circuler de grandes embarcations qui venaient du Portugal, ou qu'on attribuait au Portugal même s'ils venaient d'ailleurs. Ils ont donné ici au Sénégal le nom de l'embarcation, on dit Gal. Gal et... Non, même le grand bateau, c'est Gal Gomagla. C'est un Gal. Un Gal. Donc, et à partir de ce moment-là, même l'Europe, on l'appelait Tougal. Portugal, on dit Tougal. Il devait dire Tougal, il parle à Tougal. Tougal, c'est devenu... Mais avant, c'était, dans les mémoires, c'était le Portugal et après, c'était devenu la France. Oui. Bon. Maintenant, cette unité du Sousse et du Soso, elle a été coupée par l'arrivée des Arabes, qui sont arrivés comme ça, en flèche, comme ça, à partir de Kérouan, de la Tunisie, ils sont arrivés à la boucle du Niger. Et maintenant, c'est l'arabe et les unités de compte arabes, le dinar, qui ont régné. Voilà. Donc, nous connaissons l'histoire de Koumbi Saleh avec l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, c'est... Ghana Empire. Ghana Empire. Situé en Mauritanie. C'était en Mauritanie, près de Kifa, mais à la lisière du Mali, du côté de Nioro, la ville de Kaye. Parce qu'il n'y avait pas de frontières, ces frontières-là sont artificielles. Ils étaient là, ils étaient là, ils étaient là, ils étaient là. Après qu'on a posé en l'an 800. C'est ça. C'est ça. Donc ces embarcations qui circulaient, il y avait des prêtres à bord qui baptisaient les gens sur les rives des fleuves. Les gens, ils prenaient comme ça. Il n'y avait pas la religion n'avait pas son sens d'aujourd'hui. C'était juste une curiosité, on prenait, puis voilà. Parce que d'ailleurs, les gens, ils amenaient des choses dont personne n'avait besoin. Ils amenaient par exemple, les gens ne connaissaient pas les vins et tout ça. On les a amené ça, on leur a amené des étoffes, quelquefois des bijoux, des choses dont ils n'avaient pas besoin, mais qui en fin de compte se sont imposées par la loi du commerce. Et parmi lesquels il y avait des tentatives de christianisation. Bon, ça a laissé quelques mots dans les langues, dont plus précisément, vous savez, Jean est prononcé ici sang. Sang. Mais ce mot, comme pour Jean-Baptiste, sang. Se baigne. Oui. Et aujourd'hui, le Seigneur, même si c'est musulman, on dit Sangvi, celui qui me baptise, qui me lave. Sangvi, sang. Nous avons des mots comme Kourous, le chapelet. Le chapelet. Kourous, croix. C'était les Espagnols qui avaient le petit chapelet avec une croix. Kourous. Bon, il y a une grande influence du christianisme sur l'islam actuel. Je veux dire, en tout cas, côté cérémonial. Quand
l'islam est arrivé, d'abord la ville qui s'est la plus émancipée, entre guillemets, c'était Saint-Louis. Bon, on a fait une première église, c'était en Banco. Et lors de Noël, on célébrait la nuit de la nativité. On dressait des tentes, peut-être des huttes ouvertes. Et on mettait ce qu'on appelle le fanal, c'est-à-dire les ballons, les bougies, et on faisait la chorale toute la nuit. Et les musulmans ont repris ça pour la naissance du prophète. Ils ont repris, parce que si vous regardez la tente, c'est exactement la tente de Noël. Avec les mêmes choses, ça c'est une influence. Ils voulaient aussi faire comme eux ils font pour leur Seigneur aussi, voilà. C'est une imitation. C'est pas la seule. Vous savez, à Saint-Louis se trouve l'unique mosquée au monde où il y a un clocher. Oui. Si vous allez dans Google, vous allez trouver une mosquée de Saint-Louis. Il y a encore, le clocher existe encore. Je ne sais pas si dans votre programme vous devez aller à Saint-Louis, mais vous pouvez prendre des photos avec la seule mosquée au monde avec un clocher.